Cher petit observateur, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a en ce moment un débat qui enflamme la planète automobile, c'est celui de l'apparition de la voiture autonome. Le pilote automatique envahit nos habitacles. Débat enflammé, et notamment parmi les commentaires qu'il y a sur POA sur le sujet, il y avait une suggestion, celle-ci, et si vous alliez à la rencontre de pilotes de ligne qui eux utilisent au quotidien le pilote automatique. Pas idiot du tout. Alors je vous le donne en mille et mille. Aujourd'hui on marche justement vers un pilote de ligne et pas n'importe qui s'il vous plaît. Il s'appelle François Suchel. Il est pilote à Air France et il vient d'écrire un livre qui s'appelle 6 minutes 23. Livre dans lequel, accrochez vos ceintures, il consacre un chapitre entier pilote automatique auquel il a donné un nom, il l'appelle Georges. Alors on va aller rencontrer François Suchel, qui nous attend. Bonjour François. Merci à vous, il fait pas très chaud. Non, hein, mais alors justement, sur POA on pense à tout. Je vous ai apporté des gants. Ça c'est gentil. Et voilà. On est très heureux de vous rencontrer. Je vais mettre directement les pieds dans le plat. Oui. Vous n'êtes pas deux, vous êtes trois dans le poste. Oui. Il y a un troisième homme. Voilà, tout à fait. Et qui lui aussi est presque humain parce qu'il il a son caractère. Il vaut mieux le connaître pour que ça se passe bien. Vous l'appelez Georges. Exactement. Qui est Georges ? Georges, c'est le pilote automatique, ou plutôt les automatismes, puisque dans un avion, souvent les gens ont l'image du pilote automatique, mais c'est quand même plus complexe que ça. Il y a un ensemble d'automatismes, et donc voilà, on est trois, il y a le copilote, le commandant de bord et Georges. Et la difficulté de cette interface homme-machine est qu'il faut il est nécessaire qu'on travaille ensemble, qu'on soit tous les trois sur le même projet. Ouais, complètement coordonné. Ouais. Voilà, complètement coordonné. Donc le pilote intervient par le biais de différentes interfaces pour programmer en quelque sorte le pilote automatique. Mais le pilote automatique, il remplace notre main, il remplace pas notre tête. Si on lui dit de faire une bêtise, il fera très bien la bêtise. C'est un très bon exécutant, il pilote beaucoup mieux que nous quand tout va bien. Mais évidemment, si on lui dit de faire n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Il le fait. Il y a, quand on parle avec les ingénieurs, quand on parle d'ailleurs même avec les automobilistes qui commencent à s'intéresser au pilote automatique, il y a une crainte, c'est celle de la déconnexion intempestive. Autrement dit, on est à 130 km/h sur l'autoroute, on s'est complètement détendu, on a pris votre livre en main, on est en train de le lire, et puis tout à coup, pour une raison qu'on ne connaît pas, tout s'arrête, et il faut évidemment reprendre ses esprits et immédiatement reprendre le volant. Ça, c'est une crainte que vous, pilote de ligne, vous connaissez et que vous redoutez. Disons qu'on la redoute, disons que ça arrive tout simplement, c'est-à-dire que... Ouais, en fait, c'est pas rarissime. Ah non, pas du tout, c'est pas rarissime. À partir du moment où, si vous voulez, pour fonctionner, le pilote automatique, il a besoin d'un certain nombre d'informations. Ces informations, elles proviennent de sondes, notamment. Il lui faut de l'électricité, il lui faut de l'hydraulique pour faire bouger les gouvernes, les commandes de vol. Mais à partir du moment où l'un de ces éléments tombe en panne, eh bien, le pilote automatique peut déconnecter. Il y a un moment où il dit, tiens, moi j'ai plus par exemple les indications de vitesse, comme c'est arrivé lors du fameux accident du Rio-Paris en 2009. Et là, il dit, il nous rend la main, il dit, moi je sais plus faire, maintenant débrouillez-vous. Voilà, donc ça c'est des choses qui arrivent bien sûr. Alors après, je sais pas comment ils vont gérer ça pour les voitures, mais... Google, vous en avez peut-être entendu parler, Google Car, qui veut lancer une voiture sans pilote, où on monterait dedans. Georges, il est fiable ou pas pour vous ? Disons que moi je connais pas très bien le domaine de l'automobile, mais... Ils travaillent d'arrache-pied, oui. Avec l'expérience justement de l'aérien. Moi je pense que technologiquement, ça devrait être possible. Maintenant, c'est vrai qu'une voiture à 130 km/h sur l'autoroute, si le pilote automatique déconnecte pour une raison X ou Y, et un jour ou l'autre, ça arrivera, ça peut arriver forcément. C'est pas improbable. Voilà, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Il faut en effet prévoir ce cas-là, puisque, l'aviation a montré à travers 1000 incidents qui arrivent vraiment... je dirais pas tous les jours, mais je veux dire avec le nombre d'avions qui volent à l'échelle du monde, oui, peut-être que tous les jours il y a des incidents qui font que le pilote automatique déconnecte. Alors comment vous le gérez ? Parce que c'est des instants quasiment ça demande quasiment une schizophrénie, c'est-à-dire qu'il y a un côté du cerveau où on est tout tranquille et en même temps on reste totalement en veille pour se dire si ça déconne, il faut que je sois là tout de suite.
Oui, ça c'est vrai que qu'on peut être amené d'une seconde à l'autre presque de complètement changer de problématique avec souvent un effet un petit peu de sidération, le temps de se reconnecter, on va dire, à la nouvelle réalité. C'est le terme que vous utilisez dans votre C'est le terme que j'utilise parce qu'évidemment ça m'est arrivé. La priorité dans ces cas-là, c'est que l'avion vole. Donc c'est la trajectoire. Il faut tout de suite s'occuper de la trajectoire, les éléments de la trajectoire, la vitesse, l'attitude de l'avion, est-ce qu'il monte, est-ce qu'il vire à droite, est-ce qu'il vire à gauche, quelle est, on va dire, dans les 30 secondes, dans la minute qui suit, quels vont être les éléments nécessaires pour préserver la trajectoire. Il y a aussi évidemment la poussée des moteurs, hein, la puissance. Vous me disiez, quand on s'est eu au téléphone, il est probable, en tout cas possible, qu'au lieu de 2 pilotes, on passe à 1 et peut-être à plus du tout de pilotes. Ouais. Disons que le monde, vous savez, évolue très vite. Quand on voit la vitesse d'évolution des technologies et aussi des mentalités, c'est vrai qu'on peut très bien imaginer ça. Il y a des gens déjà qui travaillent dessus. On sait faire voler un avion sans pilote. Après, je pense que voilà, les fameux drones. Après, je pense que ça soulève quand même beaucoup de questions. Et pour moi, une question qui n'est pas forcément toujours abordée au-delà de la technique, c'est la question de l'éthique. Puisque si le pilote n'est plus dans l'avion, il y aura un pilote qui pilotera l'avion depuis le sol. L'avion, on va pas appuyer sur un bouton et puis le laisser voler avec 200 passagers jusqu'à l'atterrissage. Donc il y aura, à mon sens, toujours quelqu'un au sol qui gouvernera un petit peu les choses. S'assurer évidemment de la sécurité de la connexion. Voilà, ça pose le problème de la sécurité de la connexion. Quelqu'un qui s'emparerait de la connexion, il ferait ce qu'il voudrait avec l'avion. Et puis aussi le fait que s'il y a un pilote au sol, il n'est pas dans l'avion. Donc il n'est pas impliqué comme nous on l'est. Un journaliste m'a posé une question hier me demandant mais voilà, vous avez quand même la responsabilité de 300 personnes, etc. Ça vous fait pas peur? Et je lui disais, bon certes on a la responsabilité de 300 personnes, mais on est nous-mêmes aussi dans l'avion. On est aussi concernés, on est impliqués. Quand on gère les choses, on le gère pour nous tous et qui est voilà. Alors que un pilote qui serait assis dans un bureau, s'il y a des turbulences ou une panne moteur, lui, il peut boire son coca tranquillement, il n'est pas en train de vivre ça réellement. Donc il y a une espèce de schizophrénie. Voilà, il peut même prendre une pause et puis dire bon je vais boire un peu, je reviens. Je reviens. Bon, là on a parlé beaucoup de technologie, mais l'aspect humain est primordial dans un cockpit. C'est l'entente entre les deux hommes, quelles que soient leurs différences, leurs caractères. Exactement. L'entente, alors je dis pas, faut pas forcément être copain, hein, on ne demande pas d'être copain, mais par contre, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un léger gradient d'autorité. Le commandant de bord, il faut quand même qu'il ait un petit peu le leadership, mais pas trop non plus. S'il y a un gradient d'autorité trop important, que le copilote se sent, dévalorisé ou mésestimé, il peut ne pas oser intervenir quand il y a des problèmes et ça peut s'avérer dramatique. C'est très beau dans votre livre, vous catégorisez les silences qui en disent parfois très longs. Il y a les silences justement de connivence, d'intelligence où on se sent bien. Il y a les silences pesants aussi. Tout à fait, voilà, le bruit et le silence, c'est justement ce chapitre qui décrit un petit peu comment se forge l'équipage. Je fais référence un petit peu à Kessel qui estimait lui que l'équipage, en tout cas tel qu'il l'a vécu au début de l'aviation, c'était une cellule à 2 corps. Les gens n'avaient pas besoin de se parler et finalement ils se comprenaient simplement par des regards. Bon, aujourd'hui on peut plus se permettre ça. Là, il y a trop de technologie pour que simplement en regardant l'autre, Bon, après c'est peut-être un peu une vision de l'esprit aussi qu'avait Kessel, mais non, j'ai une vieille Laguna et puis une Passat qui est super, donc je suis très content. Ouais, qui sert pour la famille. Bon écoutez, merci beaucoup François. Nous on était ravis de vous écouter, de vous entendre. Vous revenez quand vous voulez.
parce que le sujet du pilote automatique, au fond, en tout cas en automobile, il ne fait que commencer. Bien sûr. Et je pense qu'on aura besoin de vos lumières. Et puis sur POA, je le dis, on adore Air France, on adore le pilotage, surtout moi. Donc voilà, c'est un bonheur. On va aller prendre un café. Merci. Thank you.